Révolution digitale, épisode 74. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digital with Francois Lambert. Each week, Francois brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale. Cette saison, nous diffusons depuis l'Australie. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'entretiens chaque semaine avec des entrepreneurs et entrepreneurs inspirantes partout à travers le monde. Nous parlons de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leurs échecs. Si vous êtes à la recherche de sens dans votre travail, si vous vous dites « Je ne veux pas juste être le maillon d'une chaîne, je veux être indépendant et faire une différence », vous êtes au bon endroit. La vie est trop courte pour la passer à être malheureux dans son travail. Vous avez en vous énormément à offrir. Et avec Révolution Digitale, nous allons non seulement vous donner de l'inspiration, mais aussi des outils et des recommandations concrètes que vous pourrez mettre en œuvre chaque semaine pour faire ce que vous avez toujours vraiment voulu faire et travailler pour votre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement au podcast sur votre plateforme préférée pour recevoir directement chaque nouvel épisode. Vous êtes la tribu digitale. C'est parti. Notre invité d'aujourd'hui nous vient de Suisse. Cet ancien nageur de niveau international est passé par l'armée, les blessures, les remises en question, avant de trouver sa véritable passion, l'entrepreneuriat. Il est le cofondateur de The Shared Brain, un réseau européen d'entrepreneurs. En plus de conseiller les entreprises dans leurs stratégies, réseaux sociaux ainsi que dans leurs innovations managériales, il accompagne également toutes celles et ceux qui veulent développer leur personal branding de manière percutante. Il donne aussi des formations LinkedIn pour comprendre les opportunités qu'offre cette plateforme et donne des conférences dans les thématiques de l'entrepreneuriat, l'innovation, la culture de l'échec et les réseaux sociaux. Sa règle, Dare the Impossible, oser l'impossible. Sa mission, motiver un maximum de personnes à aller au bout de leurs envies. Aujourd'hui, notre invité a déjà créé 4 startups et rencontré plus de 2000 entrepreneurs à travers l'Europe. Tribu Digitale, je suis très content de recevoir un homme qui vous donne de la motivation, du positif et de l'énergie en surdose, Monsieur Grégory Logan. Salut Grégory. Ciao, ça va. J'espère que tu as aimé ton introduction. Génial, très flatteur. Très flatteur. Mais écoute, c'est avec tous nos invités, on se permet quand même de faire une bio quand même assez intéressante. Et Grégory, je suis obligé de te poser cette question d'introduction qui est: est-ce que tu es prêt à nous inspirer aujourd'hui? Totalement prêt, à 300%. Compte sur moi. 300%. Ben, écoute, Grégory, c'est parti. Bon, je viens de donner vraiment un petit résumé de qui tu es à la tribu digitale. Est-ce que tu veux y rajouter quelque chose? Et avant qu'on parle de tes projets, est-ce que tu peux nous donner peut-être un aperçu de ta vie personnelle, peut-être une anecdote, quelque chose que l'on ne sait pas sur toi? La plus importante, peut-être, c'est que je vis très heureux avec une chérie depuis plus de 7 ans. Et c'est le pilier principal de tout ce qui me booste. Et on dit souvent que tout entrepreneur a une moitié, que ce soit un mari ou une femme, et c'est vraiment un pilier qui, moi, me booste à fond, quoi, tous les jours. Oui, et c'est vrai que c'est un point qui revient souvent, et tous les entrepreneurs sont très fiers de nous le dire, que c'est pas un voyage, même si l'entrepreneuriat est souvent une épreuve de solitude, c'est pas un voyage qu'on fait tout seul, ou en tout cas ceux qui réussissent ne sont pas tout seuls, et merci de nous le rappeler, et bravo à toi, à vous. Donc voilà, bah écoute Grégory, merci beaucoup pour ce petit détail. On va passer tout de suite à ce que tu fais. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas ce que tu fais, ben voilà, tu as lancé pas mal de projets, tu as quelques startups. Ceux qui te connaissent, te connaissent surtout sans doute pour The Shared Brain. Tu as aussi lancé une nouvelle initiative qui s'appelle Dare the Impossible. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à propos de tout ça, et spécialement aussi, si tu pouvais nous donner quelques détails sur comment tu génères tes revenus et pourquoi tu as choisi ce business model particulier? Avec grand plaisir. Alors effectivement, l'activité principale actuellement, c'est The Shared Brain. Donc on a commencé à créer ça il y a 3 ans en arrière avec mon associé Hicham. Et en gros, on est parti du concept que, voilà, du constat presque, en fait, en tant qu'entrepreneur, tu es seul face à un mur. Tu as très souvent des problèmes qui interviennent dans ta vie, tu es un peu lié la tête dans les nuages. Et le fait de voir d'autres personnes, ça, tu sors un peu de tes nuages et tu peux avoir d'autres idées pour créer d'autres liens entre différentes connexions. Et du coup, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que on a fait une fois un café les deux, on parle ensemble. Puis il me dit, écoute mec, j'arrive pas à trouver des clients, c'est la merde, comment je pourrais faire? Puis vu que moi j'étais hors de la situation, je lui ai donné quelques idées que j'avais de mon expérience plus ou moins,
qu'il a appliqué et ça a fonctionné. Et du coup, on s'est revu un mois après. Cette fois, c'est moi qui avais un problème et lui qui avait des solutions. Et on a commencé à avoir l'impression qu'il y avait une sorte de cerveau connecté qui s'installait un peu au-dessus de nous. Et on s'est dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un truc qui s'appelle The Share Brain et qui va faire en fait du brainstorming pour entrepreneurs. Puis ça, on a commencé il y a 3 ans vraiment en mode entre potes pour déconner. On a commencé par faire des soirées brainstorming à Lausanne en Suisse. Puis au début, c'était que des potes. On avait 2-3 personnes qui venaient. C'était des très bons amis à nous qui avaient aussi des startups. Puis en fait, au fil du temps, il y a des personnes qui ont commencé à faire un peu un bon écho sur nos soirées. Donc, il y a des personnes de Genève qui venaient à Lausanne. Après, des personnes de Lyon qui venaient à Lausanne. Puis on comprenait pas à quel point ça pouvait réussir à prendre de l'envergure. Et du coup, d'un coup, on s'est dit, tiens, on part en mode full focus là-dessus. On lâche nos startups et on se met juste à 300% dessus, quoi. C'est énorme. Et alors, comment vous faites pour vous rémunérer sur ce projet? Comment vous faites, comment vous avez créé votre business model? Alors, en fait, ce qui est encore plus magique, c'est que toutes les boîtes que j'ai créées par le passé, c'est des boîtes qui répondaient à un seul besoin, le mien, celui que j'avais d'entreprendre, en fin de compte. Et là, en fait, The Share Brain, c'est la première boîte qu'on a créée qui répond à un réel besoin du marché. Et ce qui est magique, c'est qu'on n'a jamais eu l'ambition au début de se dire, on va créer une startup pour se faire du cash derrière. Donc, en fait, ça a été vraiment une croissance qui a été organique, on peut le dire, de A à Z, où vraiment, au début, c'était une partie publique, vraiment du brainstorming pour entrepreneurs. C'était à but non lucratif. Puis d'un coup, des entreprises sont venues et nous ont dit, écoutez, vous avez une façon de modérer, d'animer et de voir l'innovation qui nous plaît beaucoup. Donc, on aurait besoin de vous, de votre vision dans notre entreprise. Et en fait, spontanément, des boîtes ont commencé à nous demander, à nous engager pour du conseil, si je peux dire, en innovation. Et en fait, de fil en aiguille, c'est un peu ce qui est devenu presque une activité principale pour nous. Maintenant, on bosse avec des multinationales, avec des grosses entreprises et des PME pour les aider à être plus innovantes. Et donc, en fait, le business model, si je peux dire, c'est qu'on fait des mandats auprès de grandes entreprises pour les aider à être plus innovantes. On met en place soit des événements, soit on les conseille dans leur stratégie digitale et innovation. Et parallèlement à ça, du coup, on peut réinvestir dans la partie publique de Share Brain pour essayer à se faire connaître dans un maximum de villes, puis en répondre à ce but qu'on s'est mis en tête de réussir à aider l'entrepreneur à se lancer. C'est vraiment puissant ce que tu dis, parce que ce que j'ai retenu du début, un point que tu as dit, c'est que vous ne vous êtes pas lancé avec ton cofondateur pour l'argent. Et ça, c'est un point tellement important. Vous vous êtes lancé pour résoudre un problème, et ce problème, c'était le vôtre au départ. Ouais, et exactement. Je voulais vraiment souligner ça pour la tribu digitale qui nous écoute, parce que si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat juste pour l'argent, je pense qu'il vous embarquer dans une aventure qui va pas nécessairement vous plaire et qui va être assez risquée. Enfin voilà, je voulais juste souligner ça. Et pour revenir à ce que tu fais, c'est vraiment un concept génial. J'ai lu quelque part que dans un article je me souviens plus du tout, c'était dans un journal suisse, je pense et le journaliste disait que vous étiez parvenu avec ton collègue à ubériser le conseil aux entreprises. Et pourquoi ça m'a marqué, c'est parce que aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle qui vont remplacer tout ce qu'on fait pour penser plus fort, plus loin, plus grand. Et on a oublié que on avait un cerveau. Et oui, notre cerveau, il est très puissant. Mais plusieurs cerveaux, c'est encore plus puissant. Et c'est toujours comme ça que, voilà, on est arrivé aujourd'hui, l'humanité est arrivée là où elle est aujourd'hui, grâce à tous ces cerveaux mis en commun. Et toi, tu es en train de les mettre en commun de manière structurée. Et je voulais souligner ça parce que je sais pas où ça va aller, mais c'est une idée vachement originale. Donc, merci beaucoup d'avoir présenté ça. Et je sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport à l'intelligence artificielle, d'ailleurs. Écoute, moi, je pense que il y a plein de personnes qui ont peur de ce qui va arriver, qui ont peur de ce qui va venir. Je pense que quoi qu'il se passe, on pourra jamais réussir à remplacer les interactions qu'on peut avoir entre humains. Et justement, un peu, c'est Dale Carnegie qui avait créé ce concept à l'époque du cerveau connecté. Vraiment, c'est un cerveau qui va se créer. Où dès que tu parles avec une personne et que tu échanges avec des gens, en fait, tu vas créer différentes connexions. Et c'est le fait d'être à plusieurs où ça crée ces connexions. Donc, je pense que c'est le fait d'être en collectif et pouvoir générer l'intelligence ensemble, collectivement. Je pense que ça, on ne pourra jamais réussir à la remplacer. Donc, il y a forcément des champs dans lesquels ça va interagir, mais de façon générale, je pense pas qu'il y a vraiment beaucoup de soucis à se faire. Non. Mais après, après ça, nous, ce qui est intéressant, c'est que il y en a qui pensent qu'on a réinventé la roue dans une façon de faire, mais en fait, notre vision, elle est juste surtout managérielle. Nous, on se rend compte que dans les boîtes où on intervient, très souvent, c'est la direction qui a les très bonnes idées en tête, puis qui va dire, on part ici, go, on y va. Puis du coup, l'entreprise, les employés vont suivre. Puis là, on s'est rendu compte que si maintenant on demande d'abord aux employés, c'est eux qui servent la patte aux clients, c'est eux qui voient un peu les tendances de la clientèle, est-ce que le client, ce qu'il a besoin, où ce qu'il veut aller, ses envies, ses besoins. Et du coup, en fait, on demande d'abord à l'employé ce que lui en pense, ce que lui verrait comme action à mettre en place.
Et après, on fait remonter l'info à la direction. Et on se rend compte que en inversant un peu les rôles, si je peux dire, il y a des idées, mais juste de génie qui en sortent, parce que c'est vraiment des personnes qui sont au quotidien en train de transpirer, en train de mouiller leur chemise, puis qui voient le client. Puis c'est ce qui est ultra puissant. Ouais, c'est vraiment génial. Donc, Tribu Digital, si vous avez l'occasion de participer à des events, des workshops de Shared Brain, je vous invite vraiment à aller découvrir ça. Moi, j'ai personnellement jamais participé, mais si tu passes un jour par Sydney, je serai un des premiers à venir m'inscrire. J'ai vraiment envie de voir comment ça fonctionne. Et écoute, avant qu'on passe à ton aventure, à ton parcours, je voulais peut-être te demander ici aussi, puisque on a dit dans ta bio que tu accompagnes aussi tous ceux qui veulent développer leur personal branding. Est-ce que tu aurais un petit conseil personal branding à nous donner aujourd'hui? Quelque chose de facile à mettre en œuvre, mais qui est percutant, justement. Il faut toujours rester authentique. Et c'est vraiment important où il y a beaucoup de personnes qui veulent se donner une image trop sérieuse, trop professionnelle, trop guindée, peut-être presque constipée parfois. Et le problème, c'est que du coup, on tombe dans la masse où tout le monde fait pareil. Regarde des CV, si t'en mets 50 devant les yeux, c'est les 50 fois les mêmes quasiment, avec la photo qui se positionne ici, le texte ici, le nom ici. Et en fait, le fait d'être trop professionnel, ça nous met dans le panier des personnes où on est juste similaire à tout le monde. Et en fait, le fait d'être authentique, de vraiment se créer une image de marque personnelle qui montre vraiment qui on est, en fait, l'individu qu'on va être dès qu'on va bosser dans la boîte, du coup, c'est directement là où on peut réussir vraiment à rester nous-mêmes. Et ce qui est important, c'est que très souvent sur LinkedIn, il y a des personnes qui vont se créer un profil qui va être ultra sympathique, ultra bienveillant, souriant, puis dans la vraie vie, tu les vois, puis c'est pas les mêmes personnes. Et ça crée du coup une incohérence, et ça brise la confiance. Et du coup, tu prends peur, puis c'est une réaction humaine où tu te dis, il y a un truc bizarre, il y a un truc qui est pas normal, donc on s'éloigne. Donc ce qui est important, c'est vraiment de rester soi-même, de vraiment rester sa propre personne sur LinkedIn et sur les réseaux de façon générale pour vraiment être sûr qu'il y a une cohérence globale dans tout ce qu'on fait, quoi. Voilà, rester authentique. Mais alors je me mets à la place des membres de la tribu qui se disent oui, mais j'aimerais bien être authentique, mais comment est-ce que je fais? Est-ce que on va pas me juger? Est-ce que j'ai peut-être peur aussi d'être authentique? On se met un peu à nu quand on fait ça. Comment est-ce que tu ferais? Quel conseil tu peux donner pour être vraiment authentique, de manière authentique? Alors déjà, il y a une question à se poser, c'est peut-être, tu sais, moi j'aime bien parler de mots-clés. Et c'est un truc que je fais très souvent où maintenant, si tu vois une personne, tu lui parles pendant 10, 15 secondes, puis que tu pars dans ton coin, tu vas retenir quelques mots de cette personne. Et on a tous envie de dégager une image de nous-mêmes aux gens qu'on va rencontrer. Donc, ce qui est important, c'est de se poser la question, c'est quoi les mots-clés que je veux que la personne retienne une fois qu'on se soit rencontré. Et du coup, on les garde bien en tête. Après, le but, c'est de les faire ressortir dans le profil qu'on a ou dans l'activité qu'on aura sur LinkedIn pour être sûr que dès qu'on scrolle notre profil et qu'on voit les infos, on puisse retenir plus ou moins ces 4 mots-clés, ces 4 mots-là, qui vont en fin de compte refléter vraiment qui on est. Du coup, ça crée une cohérence. C'est vraiment le personal branding, c'est le fait de vouloir dégager une image de marque et qu'elle soit ressentie correctement en face. Et s'il y a un déséquilibre, c'est là où ça peut être. Après, tu parles avant peut-être qu'on peut avoir peur, on peut avoir peur d'être authentique. Pour tout dire, quand j'ai commencé il y a environ 4 ou 5 ans sur LinkedIn, voilà, c'est clair que je faisais que des posts très sérieux où c'était un langage que n'importe qui pouvait prendre. C'était pas moi. C'était un langage universel que tout le monde peut réussir à utiliser parce qu'on veut faire comme tout le monde puis on va être dans le panier pour être sûr que personne puisse te montrer un peu du doigt. Et en fait, dès l'instant où j'ai commencé à sortir un peu de ce panier-là, c'est clair que tu t'attires les regards. C'est clair que c'est dur au début. Peut-être tu te prends des critiques, on va te dire, c'est pas Facebook, qu'est-ce que tu fais ici? Mais il y a un instant où je pense qu'on vit dans un monde où on a le luxe de pouvoir être qui on est. Et j'étais le premier, il y a 5 ans, j'étais ultra timide, j'étais ultra coincé, j'étais fermé, je pouvais juste rien faire. Je vivais selon le regard des autres, on peut le dire. Puis en fait, dès l'instant où j'ai commencé à me sentir que je pouvais choisir moi, que si maintenant j'assumais moi de faire un choix, c'était mon choix, et j'étais libre de le faire, puis je dérangeais personne en fin de compte, tu vois. J'avais jamais insulté personne, visé quelqu'un. Et en fait, je pense que c'est la question à se poser. Si maintenant on fait quelque chose, c'est nous-mêmes, mais qu'on ne critique et on vise personne, alors go à fond. Puis les personnes qui vont critiquer, c'est que des personnes qui pourront être jalouses et se dire, purée, elle a réussi, j'arrive pas encore moi. Mais oui, voilà, et Tribu Digital, retenez bien ça quand même, à essayer de plaire à tout le monde, vous risquez de ne plaire à personne. Et franchement, moi, si j'étais vous, je prendrais des notes maintenant. Merci beaucoup, Grégory, pour tout ça. On va maintenant un peu explorer ton parcours, rapidement, ton parcours entrepreneurial, ton aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Alors, Grégory, commençons par cette question qu'on appelle l'appel à l'aventure. Quand est-ce que tu as su au fond de toi que tu voulais devenir entrepreneur? Et si tu ne t'es pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui t'a retenu? Alors moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai beaucoup de potes qui étaient entrepreneurs, qui ont arrêté après. Et depuis que je les connais, c'est des mecs qui me disent qu'ils veulent entreprendre. Ça fait depuis que j'avais 16-17 ans qu'ils me disaient, mec, je vais créer une marque d'habits, une marque de bracelets, je vais créer un truc.
Puis toi, dans leur tête, c'était vraiment, je suis entrepreneur. Puis les jours où ils se sont lancés pour de vrai, où ils ont commencé vraiment à voir un peu comment dire, la dure loi du marché, bah, ils se sont très vite découragés. Et moi, j'ai jamais été intéressé par entreprendre. Vraiment, jamais. C'est pas un truc qui me plaisait. Je me suis jamais dit quand j'étais gamin, tiens, je vais être patron de ma boîte quand je serai plus grand. Mais c'est quand je me suis inscrit à la Haute École de Gestion en Suisse. C'est une sorte de HEC, mais un poil plus pratique. Vraiment, où on va dans les entreprises, on fait des stages et tout. C'est un poil plus pratique, on va dire. Bah, j'ai commencé à faire cette école et du coup, c'est une histoire assez amusante parce que on avait plein de livres de marketing. Le marketing, ça me plaisait beaucoup. À l'époque, vraiment, j'étais super intéressé par ça. C'était à 5 ans en arrière, justement. Et j'avalais tous mes livres de marketing à fond, avec des cas d'études qui parlaient de Rolex, à quel point ils avaient réussi leur campagne marketing. Puis la prof, c'était une grande star, donc il nous parlait de tout ce marketing à fond. Puis du coup, j'avalais à fond cette matière. Puis je me suis dit, bah écoute, on apprend tellement de choses au cours, pourquoi pas essayer de tester maintenant tout ce que j'ai appris dans la vraie vie, quoi. Puis vu que j'ai senti qu'il y avait 80% des élèves, 80% pour les francophones des élèves qui foiraient à cause de la comptabilité à l'école, je me suis dit, il y a un truc à faire. Donc, j'ai envoyé un mail aux élèves de 3e année. J'ai dit, voilà, il faut avoir 6 de moyenne, il faut être excellent en comptabilité et il faut être à l'aise à transmettre son savoir. Donc, j'ai fait un recrutement, plus ou moins. J'ai trouvé un prof qui avait la dalle, qui sonnait bien, puis qui avait vraiment une bonne énergie. Puis j'ai dit, écoute, voilà, je te rémunère, tu vas faire 1 heure de cours d'appui, puis nous, on va mettre en place des cours d'appui pour les élèves de première année pour augmenter le taux de réussite et justement faire en sorte que la compta ne soit plus la bête noire un peu des élèves. Et on met en place toute la cellule, on fait un logo, une page Facebook, un gros truc pour communiquer à fond. Et là, bam, on balance un mailing à tous les jeunes de première année pour dire hello à tous, voilà, on a des cours qui sont mis en place, des cours de compta, c'est mardi prochain. Et là, personne qui répond. Puis on se dit, mais attends, mais qu'on applique tout le marketing qu'on a vu en cours, tout de A à Z, il y a personne qui répond. Pourquoi il y a un truc qu'on a fait faux, mais non, il y a tout qui est bien, tout qui est bien. Puis du coup, on brainstorm un peu à deux, et là, on se dit, bah, écoute, bien, on va relancer un truc, et on rebalance un mail. Hello à tous, merci beaucoup, il reste plus qu'une place. Et en fait, ce mail-là, c'est le mail qui a déclenché le truc. Il y a 20 personnes qui se sont inscrites, et en fait, ça a lancé plus ou moins la première startup que j'ai lancée sans vraiment le vouloir, en fin de compte. Et on avait chaque mardi et chaque jeudi des cours d'appui avec 20 élèves qui venaient, qui étaient pleins à chaque fois. Et en fait, ça, je me suis juste rendu compte que la pratique, quand tu mets les mains vraiment, que tu transpires, tu mouilles ta chemise à fond, bah, c'est là que tu apprends. T'as beau lire plein de livres, ça va être ultra important. Il faut lire, c'est important, mais de réussir à faire un parallèle entre théorie et pratique, c'est ça, selon moi, qui est ultra important. Donc, du coup, je me suis rendu compte que la vie pratique m'apprenait beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de plaisir à apprendre très vite en si peu de temps. Et c'est là, en fin de compte, où j'ai eu le déclic, où je me suis dit, écoute, mec, reste pas à l'école. Faut que tu partes de l'école, faut que tu te lances seul dans la nature. Puis du coup, j'ai pris ce choix. C'était le choix le plus dur de ma vie, si je peux le dire, mais vraiment, j'ai pris le choix de me dire, tiens, je vais quitter le système scolaire. Donc, pas de bachelor, pas de master, pas des hautes écoles, on va dire, pour me lancer vraiment à 100% dans le monde des startups. Oui, et encore une fois, ici, tu as souligné comment tu as essayé de résoudre un problème. Et c'était ça qui a allumé un peu ta flamme. Et en plus, c'était une belle leçon de marketing et de vente quand même. La fear of missing out. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça en français là. Il reste plus qu'une place. On a peur de pas l'avoir. Et ça a tout déclenché. Je sais pas si on peut dire déclenché, mais en tout cas débloqué. Et écoute, moi ici, je suis quand même obligé de te poser une autre question. Peut-être pas immédiatement liée à ça, mais tu as quand même été champion de natation. Et ça peut être une forme de carrière aussi. Qu'est-ce qui t'a fait changer passer de la natation à l'entrepreneuriat? En fait, tu sais, surtout quand c'est un sport qui est individuel. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est que c'est toi contre toi. En fait, t'as beau avoir des coachs qui vont t'aider, t'as beau avoir un entourage qui va t'aider. Quand tu nages, quand t'es dans l'eau, c'est ton cerveau, c'est toi, c'est ton mental, c'est juste toi contre toi. Et quand t'as mal partout, t'as plus de force dans les bras, dans les jambes, t'arrives plus à avancer. C'est vraiment, il y a une phrase que je faisais que de dire à toute mon équipe, c'est tout dans la tête. En fait, j'ai tellement kiffé, on va dire, ce travail de mental, vraiment réussir à se surpasser à chaque fois, vraiment réussir à travailler sur soi d'abord, qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est un peu ça pour moi, je pense. Tu t'inspires des autres, tu t'entoures des bonnes personnes qui vont réussir à te recharger à fond les batteries, ta créativité, ton inspiration. Mais en fin de compte, derrière, c'est toi contre toi. Et on se met tous des freins, on se met tous des putains de barrières qui nous freinent chaque fois. Et en fait, le fait vraiment de réussir à s'auto-convaincre, à s'auto-critiquer et puis à avancer vraiment contre soi-même, je pense que c'est ce que j'ai kiffé le plus, on va dire, dans ce truc-là, quoi. Vraiment. Et on pourrait presque dire que tu as emmené cette expérience du sport de haut niveau dans l'entrepreneuriat. Il y a quand même des choses il y a quand même des parallèles qu'on peut faire entre la vie d'un athlète et la vie d'un entrepreneur. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas?
Absolument, absolument. Et la plus grande chose que j'ai vraiment appris quand je nageais, c'est qu'à l'époque, j'étais le premier à toujours trouver des excuses. Si maintenant je faisais une course qui était pas bonne, bah, je suis le premier à dire, ouais, mais j'ai trop mangé des pâtes ce matin, machin, j'ai pas assez bien digéré, ou mon maillot était un poil trop serré, j'avais pas assez de temps dans les jambes. Bref, plein d'excuses qui étaient pour moi très valables, mais qui en fin de compte voulaient juste dire, t'as mal nagé, t'as fait une erreur, mais tu te caches derrière une excuse. Et en fait, j'ai beaucoup de coachs et mon entourage qui m'entoure à fond, qui me disaient, mais écoute, essaie de te remettre toi en question d'abord. Et ça, je dirais, c'est un truc que maintenant je fais très souvent, vraiment. S'il y a un truc qui joue pas, c'est pas un élément externe qui a foiré, c'est moi. Il y a forcément un truc que j'ai fait faux. Et du coup, maintenant, j'adore analyser une situation, voir en quoi je l'ai mal faite pour voir comment je peux réussir à mieux la faire. Et c'est le parallèle qui, moi, m'a le plus aidé dans mes startups, c'est que j'ai jamais entrepris pour le succès. Je m'en fous du succès. C'est le kiff d'entreprendre. Vraiment, tu sais, l'action d'entreprendre, c'est pas l'aboutissement final, c'est pas le fait d'être patron de boîte, d'avoir 15 employés, ça tourne à fond. Moi, c'est plus de me dire, là, je veux vraiment avoir une idée qui me tape par la tête, lui donner vie. C'est ça qui me plaît, c'est vraiment l'action d'entreprendre et pas le résultat. Le voyage, profiter du voyage entrepreneurial. Et tu parlais justement de défaites et quand je dis de défaites, tu parlais des déconvenus. Je sais pas si c'est un mot d'ailleurs, ça doit être un mot belge. Une inconvenue. Je pense que l'audience comprendra. Mais tu as dû en connaître dans la natation, dans le sport. Et oui. Tu viens de donner un peu un aperçu de ton mindset dans ces cas-là. Eh ben, tu as dû en connaître aussi dans ta carrière entrepreneuriale. Est-ce que tu pourrais ici, Grégory, nous emmener dans un de tes pires moments en tant qu'entrepreneur, nous le raconter et nous expliquer comment tu l'as surmonté? Ouais, avec grand plaisir. Alors en fait, c'était la première vraie start-up après ces cours d'appui que j'avais mis en place. En fait, c'était une plateforme de mise en relation entre les ménages privés et étudiants. En gros, c'était pour aider les jeunes à se faire un peu d'argent à la fin des mois et pour aider les ménages privés à engager justement un jeune pour des services à domicile. Ça pouvait être promener un chien, garder un chat, déménager, monter un meuble, peu importe. Et en gros, j'avais mis tellement d'énergie et tellement pas tant de ressources, parce que j'ai réussi à trouver plein de deals pour réussir à mettre le moins d'argent possible là-dedans. Mais pour moi, j'étais convaincu que c'était une bonne idée. Le problème, c'est que j'avais tellement envie d'entreprendre que voilà, j'étais dans ma chambre, j'ai réfléchi à plein de super idées, j'ai brainstormé à fond seul. Et vraiment, je pense que c'est un projet qui m'a pris presque 12 mois. En fait, pendant 12 mois, j'avais l'impression d'avoir une idée en or dans les mains. Et j'ai mis tellement d'attentes là-dessus que quand je l'ai lancé, j'avais vraiment des attentes qui étaient très élevées. Mais en fin de compte, c'était plus un besoin un projet qui répondait à mon propre besoin à moi d'entreprendre et non à un besoin réel du marché. Et ça a été un peu la plus grosse claque, c'est quand on a lancé, on a eu un bon coup de buzz. Il y a plein de jeunes qui sont inscrits. On est monté à presque 4000 jeunes qui avaient mis leur CV, motivation, tout également, qui a un profil qui était très complet sur le site. Mais on n'avait aucun ménage privé qui venait de demander des jeunes. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que c'était un besoin qui répondait à moi, on va dire, où je devais entreprendre, j'avais besoin d'entreprendre. Et en fait, ça a été une claque de me dire, merde, tu t'as bossé pendant presque 12 mois pour un projet qui, en fin de compte, répondait qu'à ton propre besoin et pas à un besoin du marché. Et ça a été, je dirais pas dur, parce que sinon, c'est un travail que j'ai fait depuis longtemps avec la natation, vraiment me remettre en question et voir pourquoi j'ai fait un truc de faux. Et là, j'ai très vite compris, que j'avais fait l'erreur de filer dans ce propre besoin que j'avais d'entreprendre et non celui du marché. Donc, les projets que j'ai fait par la suite, j'ai directement réajusté où d'abord, je demande l'avis au marché, je trouve un besoin réel qu'on peut sentir avant de trouver, du coup, de pouvoir sculpter une solution. Et ça a été pour moi, on peut dire, un peu la période la plus dure de mes 4 années d'entrepreneuriat. Non, vraiment super intéressant. Merci beaucoup de nous avoir raconté cette histoire. Et je voudrais rebondir un peu sur ce que tu viens de dire. Comment tu fais alors maintenant aujourd'hui? Est-ce que tu as une technique particulière pour analyser ton marché avant de lancer un produit ou un service? Comment tu fais exactement? Est-ce que tu as un processus en particulier? Alors, je suis, comment dire, je suis allergique au processus. Donc, je suis le genre de personne où je me mets jamais en tête, je me mets jamais en tête, tiens, je veux toujours faire comme ça. À chaque fois, je fais différent. À chaque fois, je fais d'une autre façon pour jamais me lasser et puis jamais, en fin de compte, de revoir les mêmes choses. Et vraiment, c'est la routine. J'ai un problème avec ça. À part le matin pour me réveiller. Mais voilà. Mais du coup, ce que je fais, c'est que très vite, en fait, c'est mais de poser les questions. Et ça peut paraître débile. On a l'impression que, attention, c'est con de dire ça. Mais vraiment, de sortir de chez soi, d'aller poser des questions à des personnes qu'on croise dans la rue, c'est un truc qui est juste ultra puissant. Par exemple, on avait à l'époque un projet, d'ailleurs, s'il y en a qui veulent le servir, prenez-le parce qu'on n'a pas eu le temps de le réaliser. En gros, on s'est rendu compte que quand tu vas le samedi en ville, tu fais ton shopping, si tu pars le samedi matin puis que tu arrives dans un magasin puis que tu ressors avec 3 sacs dans les mains, c'est chiant. Parce que du coup, tu sais que tu vas te taper tes sacs du matin au soir. Et là, on s'est dit avec un pote, tiens, pourquoi pas essayer de trouver un service qui va te livrer tes sacs shopping directement à la maison.
puis on parle un peu ensemble. Et là, de nouveau, c'était notre constat à nous. Et du coup, on a pris une feuille A4, on a écrit plein de questions dessus, quel prix, quand, comment, est-ce que c'est intéressant ou pas, échelle de 1 à 10. Plein de questions qui pouvaient sculpter un peu l'offre qu'on avait créée. Et du coup, on est sorti littéralement et physiquement dans la rue pour aller poser des questions aux passants. Avec un grand sourire, tout jeune, tout cool. Pour là, écoutez, on a une question, on a un projet en tête, on veut lancer ça, machin, qu'est-ce que vous en pensez? Et ensemble, on a eu, je crois, presque 100 feedbacks de personnes. Mais du coup, ça a été tellement magique parce qu'on a vu qu'il y avait un réel besoin. On a pu voir dans quelle gamme de prix est-ce qu'on devrait se positionner. On a pu voir s'il y a déjà des contacts ou pas dans ce domaine-là. Et en fait, on a eu des retours tellement positifs que pour nous, c'était un feu vert gigantesque pour dire, mais go, il y a un truc là-dedans, quoi. Alors vraiment, je pense que le premier truc, c'est sortir à fond de chez soi, puis d'aller poser des questions directement. Ça peut être au voisin, ça peut être un quartier, ça peut être une école, mais sortir et poser des questions. Et moi, c'est vraiment le truc, je pense, qui est le plus intéressant pour essayer d'avoir directement derrière du feedback. Voilà, et Tribu Digital, vous venez d'avoir un exemple du genre de conseils et d'informations que vous pourriez avoir en participant à The Shared Brain, je pense. Grégory, si je me trompe. Hein. Exactement. Super, merci beaucoup. On réinvente pas la roue. Mais tu sais, il y en a plein qui pensent, vu que c'est un peu... on a un réseau qui est international, on a quand même pas mal de soirées, on a fait plus de 300 événements jusqu'à maintenant. Mais voilà, c'est clair qu'il y en a plein qui critiquent le brainstorming, il y en a aussi plein qui critiquent cette, entre guillemets, startup nation. Mais il n'y a pas besoin de réinventer à chaque fois la roue. Mais juste le fait de se retrouver entre entrepreneurs, on a tous des problèmes, tous. Mais vraiment, c'est ce qui est magique, c'est si on parle que de ce qu'on réussit, ça va pas. Donc là, le fait de venir ensemble, d'avoir une personne qui vient, qui ose se mettre à nu et qui dit, voilà, écoutez, ça fait 4 ans que je bosse dans le vin, on n'arrive plus à vendre nos bouteilles, comment est-ce qu'on pourrait faire? Puis là, derrière, t'as la sympathie, t'as l'empathie qui se met en place. Puis tout le monde va commencer à penser à ses expériences, son vécu, ce qu'il a réussi à faire ou pas faire, et qui va transmettre, on va dire, son expérience à la personne qui est là au milieu. Et c'est juste magique de voir tout ce qui en sort. Tout le monde en sort, on va dire, gagnant à la fin, quoi. C'est clair. Voilà. Et Grégory, si tu pouvais alors résumer la leçon clé que tu as retirée de ton expérience en tant qu'entrepreneur, quelle serait-elle? Enfin, je veux dire, en quelques mots, que penses-tu que la Tribu Digital doit retenir comme leçon de ton expérience? En tout cas, celle qui a été le plus dur à apprendre pour moi et celle qui fait maintenant une des plus grandes forces que j'ai actuellement, c'est j'entreprends pas pour le résultat, mais pour l'action d'entreprendre. Au début, j'avais en tête cette vision d'entrepreneur qui a des employés, qui a la vie qui rêve, qui a du temps pour lui. C'est l'image qu'on se crée un peu quand on se lance au début, parce qu'on voit toutes ces grandes stars qui réussissent et on se dit voilà, je veux être comme ça. Mais en fait, si on a que ça en tête, on va jamais y arriver. Et du coup, j'ai commencé vraiment plus à kiffer l'action d'entreprendre, puis vraiment de se dire tiens voilà, ma passion, mon job moi, c'est d'entreprendre. Donc maintenant, j'ai un projet, je suis lié à ce projet, mais je sais pas où demain je serai. Mais ce que je sais, c'est que entreprendre, c'est ce qui me plaît, on va dire. Donc c'est plus vraiment se fixer à fond sur l'action, sur le daily job, plutôt que se fixer sur le résultat final, puis la destination où on espère pouvoir arriver un jour. Voilà, et Tribu Digital, c'est super important ce que Grégory vient de dire. Réfléchissez bien. Si vous allez vous lancer, si vous êtes sur le point de vous lancer ou vous voulez vous lancer, réfléchissez bien au pourquoi vous voulez le faire. Et si vous êtes déjà lancé, que vous avez déjà un business qui tourne, continuez à vous poser cette question. C'est celle-là qui va vous permettre justement de profiter du voyage et de pas vous focaliser tout le temps sur ce point lointain et peut-être parfois un peu tellement lointain qu'il en devient irréalisable. J'aime vraiment beaucoup cette recommandation, Grégory, et je pense que c'est le bon moment pour en profiter, pour faire une petite pause. Et ici, dans la saison 2 de Révolution Digitale, on emmène tous nos invités, soit en pause café, soit en pause cocktail ou mocktail, ça dépend un peu l'humeur. Okay. Donc, voilà, Grégory, est-ce que je peux t'appeler Greg d'ailleurs? Tout ce que tu veux, Greg, voilà. Logan, comme tu veux. Bon, alors, Logan, ça fait un peu super-héros de Marvel. Évite. Garde ton Greg. Non, je n'hésiterai pas, c'est très bien. On va faire Greg. Et écoute, moi, tu choisis. Soit t'en vas en pause café, soit t'en vas en pause cocktail, mocktail. C'est toi qui choisis. Ensuite, on s'installe et je te pose une série de questions en rafale et tu me répondras en allant à l'essentiel. Que choisis-tu? Tu m'as dit que café, c'était productif, c'est juste? Oui, alors, pause café, on est en mode productivité, coffee shop, downtown New York, si tu veux, il y a des taxis qui klaxonnent. C'est bon, tu me vends du rêve. Alors, café, à 300% café. Attention, je t'ai pas vendu la pause cocktail non plus. Là, on est plutôt à la plage aussi. Non, pas encore. Café, à fond du café. Allez. Tu me dis New York, c'est bon, la café. Ça va. Pour un homme qui ne dort jamais, si j'ai bien compris, on part en pause café. et ici, nous nous retrouvons dans un coffee shop. L'ambiance est chaleureuse et productive. Il y a un buzz de ville animé, les arômes torréfiés du café nous gardent éveillés. On est ici pour travailler, mais aussi pour faire une pause et réfléchir sur le futur. Alors Greg, qu'est-ce que tu prends? Plutôt espresso ou thé?
Ou ce que tu Un veux. double espresso. Et double espresso. Moi, je continue avec mon flat white traditionnel à l'australienne. Alors, première question, Greg. Qu'est-ce qui est le plus important à garder à l'esprit quand on lance un business? Premièrement, kiffer, toujours kiffer et de répondre à un vrai besoin du marché. Si tu devais recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi? The One Thing, c'est un livre qui permet de structurer ses journées, on va dire son planning, pour éviter d'avoir un peu la tête partout, vraiment de réussir à structurer et de réaliser chaque jour une chose importante. Quels outils ou applications, productivité ou autres, technologiques ou pas, utilises-tu régulièrement? Alors, tout ce qui est prise de notes, je suis encore manuscrite. J'ai un bloc-notes que j'utilise très souvent, que j'essaie de customiser chaque fois, et c'est un truc qui m'aide à mieux enregistrer les données. Après, pour la gestion de tâches, je travaille sur Trello. Je pense que beaucoup vont connaître. C'est une application qui permet de gérer des projets, et c'est juste pour moi ultra puissant et ultra intéressant. Alors, qu'est-ce qui t'inspire ou te passionne en ce moment? Quels sont les domaines qui te paraissent prometteurs? Ce qui me passionne et ce qui m'inspire, c'est les gens. C'est rencontrer les gens, c'est parler à des personnes. Et je prends beaucoup de temps ces derniers mois via justement Dare the Impossible pour voir plein de personnes différentes. Et on se rend compte qu'on a tous des parcours tellement différents, qu'on a tous un combat à mener. Et c'est ce qui m'inspire maintenant, c'est de m'inspirer de toutes ces histoires que je peux réussir à écouter chaque semaine. Alors, si je vais recommencer tout à zéro avec seulement 500 francs suisses en poche, que ferais-tu immédiatement avec ces 500 francs pour te relancer en affaires? C'est une très bonne question. Je les réinvestirais pas dans quelque chose, mais plus dans moi. Parce que j'ai l'impression qu'on a notre meilleure source de rentabilité. Donc je dirais que je me formerais sur un sujet, j'irais acheter un logiciel ou quelque chose pour essayer d'aider à apprendre ça, pour essayer à vendre ses compétences à quelqu'un. Génial, Grégory, merci beaucoup. On est arrivé à la fin de l'épisode et je dois vraiment te remercier du fond du cœur au nom de la tribu digitale de nous avoir partagé, merci à toi, d'avoir partagé avec nous. Oui, non, mais attends, le plaisir est pour nous. Et de votre côté, tribu digitale, j'espère que vous avez bien pris note parce que je sais qu'il y en a encore parmi vous qui hésitent à se lancer. Et j'espère que l'aventure de Grégory vous inspirera quand même à faire le grand saut. Et l'entrepreneuriat est une aventure difficile, mais c'est une aventure qui en vaut le coup. Si vous pensez et que vous vous focalisez sur le pourquoi et pas sur l'argent ou des raisons qui sont beaucoup plus futiles, j'ai envie de dire, vous êtes sur la bonne voie. Et si vous participez à des workshops, à des events du type de The Shared Brain, vous serez encore plus sur la bonne voie. Et écoute, Grégory, je te propose pour le mot de la fin, de peut-être partager avec la tribu, en tout cas à tous ceux qui hésitent encore à se lancer en tant qu'entrepreneur ou dans l'aventure entrepreneuriale. Si tu avais un dernier conseil à leur donner, quel serait-il? De se donner 24 heures pour créer son projet. On a tous tendance à vouloir avoir son projet d'une façon trop ambitieuse et c'est un réflexe qu'on a tous, que j'ai eu plein de fois et que j'ai maintenant encore malheureusement des fois. Mais ce qui est important, c'est vraiment la question que j'aime bien dire, c'est si maintenant je devais demain à 10h pile lancer mon projet, comment je le ferais? Comment je trouverais la forme la plus simple pour réussir à le lancer, pour réussir à vite avoir du feedback et de pouvoir ajuster. Il y a une phrase qui dit si tu dois foirer, foire vite. C'est vraiment on peut vite se lancer pour vite réussir à avoir un feedback. Tribu digitale, voilà. On se donne rendez-vous demain sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, peu importe. Mettez-moi le nom du projet que vous avez créé en 24 heures. Celui qui aura un projet intéressant, je demanderai à Grégory de peut-être venir voir sur la page tous les projets. J'espère qu'il y en aura. S'il y en a qu'un, il y en aura qu'un. Et Grégory, tu donneras ton avis. Hein, tu avec partageras ton cerveau. Mais voilà, tribu digitale, le mot est dit, 24 heures. Allez, c'est parti, top chrono. Grégory, merci du fond du cœur de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alors avant de nous quitter, dis-nous comment on peut rester en contact avec toi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si tu as une annonce à faire, eh bien la tribu digitale t'écoute. Alors, sur LinkedIn, bien évidemment, Greg Logan 29, c'est l'URL, la fin de l'URL. Et après, l'annonce un petit peu, c'est que mon nouveau gros projet actuel, que je travaille depuis un petit moment, c'est Dare the Impossible. C'est réussir à pousser les gens à aller au bout de leurs envies, de leurs rêves. Et du coup, on se lance pour ça sur YouTube. On va faire des interviews vidéo avec plein de personnes inspirantes. C'est pas qu'entrepreneurs, mais c'est plein de personnes inspirantes qui ont des histoires inspirantes à raconter pour réussir à puiser à fond dans cette énergie, à réussir à avancer dans la vie de tous les jours. Donc, je vais me lancer il y a pas longtemps sur YouTube. On a une vidéo qui est encore là. Et c'est un nouveau réseau pour nous maintenant. Voilà, et Tribu Digitale, j'espère que vous avez senti l'énergie aujourd'hui.
Vous venez d'entendre Grégory Logan partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Alors, allez tout de suite sur révolutiondigitale.fr et tapez Grégory dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui, bien évidemment. Et aussi, allez visiter la page de Grégory sur logangreg.com. Je ne sais pas si c'est toujours le site que tu utilises ou pas. Exactement. Si tu en as un autre. Oui, bah voilà. Allez sur YouTube. Allez découvrir ce nouveau projet Dare the Impossible et allez aussi dire bonjour, abonnez-vous à la page LinkedIn de Grégory. Voilà Grégory, merci vraiment d'avoir partagé ton aventure avec la tribu digitale. Je sais pas combien de fois je t'ai dit merci, mais je pense que tu as battu le record dans cette émission. Voilà. Et merci à toi. Moi je te dis au revoir et je te retrouve en backstage. Yes, super. Ciao. Voilà, Tribu Digital, j'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Grégory. Si c'est le cas, alors prenez une petite seconde pour partager cet épisode avec vos amis. Si vous vous écoutez avec Apple Podcast sur votre iPhone, tout en bas à droite de l'épisode, il y a un petit bouton avec 3 petits points. Il vous suffit de cliquer dessus pour partager par email ou encore le poster sur Facebook. Donc allez-y, n'hésitez pas à me taguer si vous le souhaitez. Je vous remercierai comme à chaque fois pour le soutien. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud ou inscrivez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Et si nous pouvons vous aider ou si vous voulez nous joindre, venez nous suivre sur Instagram à Revo Digital ou directement chez moi sur François-Paul Lambert. Hélène et moi sommes là pour vous soutenir et vous rappeler que vous êtes incroyable, que vous avez énormément à offrir et que vous méritez d'être heureux dans ce que vous faites. Vous êtes la tribu digitale. Et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!